Bonjour, heureux de vous retrouver. Nous avons passé en revue, à travers les deux parties précédentes du présent épisode, la nouvelle phase du stratagème politico-médiatique des dirigeants algériens sur le feuilleton géostratégique du conflit du Sahara qu'ils ont estimé devoir amorcer par le problème des frontières. Le nouveau président, Abdelmejid Tebboune, s'est effectivement conformé à la règle de gouvernance fondamentale du régime, à laquelle est automatiquement soumis depuis la disparition de Boumedienne chaque nouveau président, militaire ou civil soit-il, élu ou désigné par le conclave militaire d'Alger. Il s'agit là d'un attachement à une condition d'humiliation algérienne envers le Maroc que des dirigeants d'Alger sont les premiers à être persuadés de son absurdité autant que de son impossibilité, bien qu'il appartienne plutôt à l'Algérie de faire d'abord des excuses au Maroc pour les raisons que nous avons exposées antérieurement. Par ailleurs, sur la même question, l'on s'étonne de voir M. Tebboune prétendre que c'est le Maroc qui a décidé de fermer la frontière entre les deux pays. Il semblerait même qu'il n'est pas le seul à le penser, mais la grande majorité des Algériens aussi, selon un observateur averti de la chaîne Diaspora Sahraoui. Écoutons-le. أغلبية الوقت تطلع من الرئيس الجزائري حتى للشعب الجزائري، دوز على الوزراء ولا سكرتير ديتا لا كلاس بوليتيك كلها، وتلحق حتى الشعب، وتلحق حتى في الشعب دوك اليوتيوبرز الجيريان. انا مش حمنوبه سمعت بن سديره كيقولها، سمعت هشام عبود كيقولها، سمعت شحال من جزائري كيقول باللي المغرب هو اللي غلق الحدود مع الجزائر، وكلهم غالطين. Mais écoutons aussi et surtout le président Tebboune lui-même. تجي دولة شقيقة تتهمك بالإرهاب وتغلق وتدير لك تأشيرة. وتغلق c'est-à-dire qui ferme la frontière? Non, c'est faux. Ou dire تأشيرة qui instaure le visa? Là, d'accord. Mais là, franchement, il y a quelque chose qui m'intrigue. Faisons donc un arrêt, non pas sur image, mais sur déclaration. Pourquoi? Parce que dans une conférence de presse antérieure, M. Tebboune avait publiquement reconnu que c'est bien l'Algérie qui, sur décision du président El Yamin Zaroual, a fermé les frontières en réaction à l'instauration du visa par le Maroc. Écoutons-le attentivement. طاحوا مع سي اليمين فحل والجزائري محض قح قال ما لها الفيزا تاعك اين الحدود بالله، هذا ما كان هكا صرا. Alors, devant cette contradiction, je vous laisse la qualification à attribuer à M. Tebboune. Le royaume du Maroc n'a jamais fermé sa frontière avec l'Algérie depuis sa réouverture sous l'ère Chadli Benjdid au printemps 1988. Le Maroc avait juste rétabli le visa pour les ressortissants algériens le 28 août 1994, après l'attentat de Marrakech, perpétré 4 jours avant, le 24 août. Voilà ce que nous affirme Benjamin Stora dans son célèbre ouvrage Algérie-Maroc, Histoire parallèle, Destin croisé, édition Zellige, Paris 2002, page 188. Et je crois que Benjamin Stora, d'ailleurs franco-algérien, n'a pas besoin d'être avalisé ni validé dans ses témoignages, tant sa réputation scientifique l'éloigne des soupçons en la matière. Apportons deux autres déclarations dans le même sens. L'un de l'ancien Premier ministre marocain Abdallah Ben Kiren, répondant à une question d'un journaliste de la chaîne TV5, l'autre d'une journaliste présentatrice française sur une chaîne d'internet réputée impartiale. Je voudrais revenir, parce qu'on a abordé très rapidement sur les relations entre l'Algérie, c'est très important, et le Maroc. Les frontières entre vos deux pays sont toujours fermées au jour d'aujourd'hui. Du côté algérien. Oui. De l'autre côté, c'est ouvert. Un attentat a lieu à Marrakech en 1994. Le gouvernement marocain décide d'imposer le visa aux ressortissants algériens. En représailles, l'Algérie décide de fermer les frontières. Vous avez bien entendu. En représailles au visa, l'Algérie décide de fermer les frontières. L'Algérie, non pas le Maroc. Monsieur le président Tebboune a-t-il raison contre tous? Il est vraiment regrettable que l'actuel président algérien puisse raconter des faussetés contre le Maroc sur la fermeture des frontières. En tout cas, l'on connaît davantage la vérité sur la fermeture maintenant. Une vérité, d'ailleurs, non moins véridique que l'implication algérienne qui l'a justifiée, dont j'ai parlé dans l'épisode précédent.
confirmé d'ailleurs par l'aveu d'un agent algérien des services secrets algériens du nom de Karim Moulay Ankab. C'est sur Internet d'ailleurs. C'est donc en prompte réaction qu'Alger avait décidé de fermer unilatéralement sa longue frontière avec le royaume dans le mois d'août 1994. Il expulsa également des ressortissants marocains en réplique à l'expulsion par les autorités marocaines de quelques individus algériens irréguliers et sans carte de séjour. Voilà ce que nous confirme M. Ahmed Belkhodja dans son ouvrage intitulé « La frontière algéro-marocaine, étude de géographie politique de la fermeture et des échanges transfrontaliers et réguliers ». Donc c'est un mémoire du master de géopolitique de l'université de Reims, soutenant sous la direction de Madame Catherine Fournet-Guérin le 28 décembre 2015. Au fond, confondre le régime du visa, qui est une mesure consulaire ou sécuritaire, avec la fermeture des frontières, qui est une décision politique ou stratégique, c'est vouloir brouiller la vérité. C'est mélanger les torchons et les serviettes. Cela étant dit, pour prouver sa bonne volonté et sa bonne foi, quant au rapport de bon voisinage, le gouvernement marocain décide le 31 juillet 2004, sous les hautes directives du roi Mohamed VI, la suppression du visa pour les Algériens. La suppression, carrément. L'année suivante, au printemps 2005, le gouvernement algérien emboîta le pas du Maroc en levant les formalités de visa. Ces deux décisions algéro-marocaines, même décalées dans le temps, sont excellentes, mais non suffisantes pour produire l'effet idéal qu'en escomptent les deux peuples voisins. Elles auraient été plus réjouissantes si elles avaient intégré les frontières terrestres, car la décision algérienne ne concerne que le visa aérien, précisons-le. Elles ne peuvent donc profiter qu'aux voyageurs aisés empruntant l'avion. D'où le malheur de ceux qui, par manque de moyens financiers, ne peuvent pas décoller des aéroports en partance ou à destination de Casablanca ou d'Alger, même en empruntant des vols indirects rendant encore plus onéreux les tarifs de déplacement aérien. Que pourrait faire le Maroc alors unilatéralement? Rien naturellement. Parce que deux États partageant une frontière terrestre ressembleraient à deux familles voisines, ayant une porte communicante à deux serrures, permettant à leurs membres d'accéder mutuellement à leurs foyers respectifs. Les clés des serrures sont détenues par les deux chefs de famille, mais chacun ne possède que la clé de l'une des serrures. Vous voyez? Alors, pour ouvrir cette porte, il faut que les deux serrures soient déverrouillées par la volonté conjointe des deux partenaires, différemment de sa fermeture qui n'exigerait qu'un seul verrouillage. Rien donc ne servira que l'un des voisins fasse usage de sa serrure sans l'action similaire de l'autre. Soit la volonté d'ouvrir ou de fermer est partagée pour réaliser l'une des deux options, soit qu'elle ne l'est pas et c'est le blocage total. Vous voyez? Alors, en d'autres termes, il suffit que l'une des deux parties interdise le passage de ses membres vers l'autre côté pour que la fermeture soit effective. Par conséquent, aussi longue et constante que soit la volonté de coopération frontalière terrestre marocaine avec son voisin de l'Est, sans réaction positive pareille de ce dernier en retour, Rabat n'aura applaudi que d'une seule main en prêchant dans le désert algérien. Mais la République algérienne devrait savoir également qu'aussi longtemps et fréquent sera son refus d'ouvrir sa propre serrure, devant celle du royaume du Maroc restée toujours ouverte, c'est l'avenir de leur coopération bilatérale qui en pâtira, autant que celui de l'UMA, si celle-ci voulait encore dire quelque chose pour Alger. Et cela, d'après la politique de coopération internationale marocaine que l'on observe depuis 1994 en tout cas, n'empêchera guère Rabat d'avoir accès à d'autres espaces de coopération dans des pays lointains avec lesquels il n'a pourtant ni clé ni serrure frontalier à utiliser, sauf ceux de la volonté commune à s'unir pour mieux vivre en défiant la géographie. De l'Afrique la plus proche aux pays du Golfe les plus retirés, les plus reculés, les frontières sont bien ouvertes à des espaces de coopération mutuelle gagnant-gagnant devant le Maroc. L'Algérie en est-elle consciente? Mais dites-moi, est-ce normal cette exigence algérienne aussi insistante à l'adresse du Maroc pour recevoir des excuses avant d'examiner la possibilité d'ouvrir les frontières? نقول لك يعتذر للشعب الجزائري قبل كل شيء. نقول لك يعتذر للشعب الجزائري قبل كل شيء.
Une exigence trop souvent réitérée à tout bout de champ, n'ayant que trop duré, depuis plus d'un quart de siècle, comparable à l'instinct de cramponnement, concept psychologique du psychanalyste Jean-Pierre Pirot en parlant de l'accoutumance du fumeur. L'on en finirait à se poser tant de questions, et me semble-t-il utile, maintenant, voire nécessaire, que je rappelle particulièrement l'importance du concept de frontière comme arme stratégique en matière de conflits géopolitiques, en rappelant les notions de séparation et de fermeture frontalière. Et pourquoi? Eh bien, pour saisir le stratagème politique algérien sur la question frontalière avec le Royaume du Maroc. Mais pour mieux y parvenir, il conviendrait d'évoquer les célèbres cas qui matérialisent ces deux notions depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, parmi les plus anciens et emblématiques murs frontières qui s'élèvent aux quatre coins de la planète. Cela dit, retenons en premier lieu, et désormais, qu'une cloison frontalière n'est pas forcément constituée en un mur, et la fermeture des frontières terrestres pourrait prendre d'autres formes et moyens, plus drastiques qu'une muraille. Ainsi, le verrouillage des frontières algéro-marocaines pourrait être synonyme d'un mur de séparation pire que celui de Berlin, construit le 13 août 1961. Pourquoi? Eh bien, voici deux raisons principales à cela. Premièrement, parce que c'est l'Algérie qui, le premier pays en Afrique, a construit un mur sur sa frontière avec le Maroc de 1954 à 1962, soit sous l'occupation française, afin de lutter contre l'immigration et les trafics, disait-on. Par conséquent, la fermeture des frontières décidée par l'Algérie indépendante en août 1994 ne serait qu'un copiage d'isolation territoriale arbitraire, soit une réédition modernisée du mur colonial envers le Maroc, 4 décennies plus tard. Ayant déjà hérité les frontières coloniales de l'Algérie française avec le Maroc au détriment du Sahara marocain oriental, l'Algérie algérienne s'est donc montrée plus apte et plus heureuse à verrouiller sa frontière avec le Maroc en employant les mêmes prétextes de 1954 dans un esprit que certains observateurs qualifient de néocolonialiste envers le royaume. Deuxièmement, toujours en termes d'ancienneté, le premier mur de l'Algérie sur sa frontière avec son voisin de l'Ouest est le deuxième mur au monde après la ligne de démarcation militaire entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, construite depuis 1953, soit juste une année avant le mur de l'Algérie-Maroc. De ce fait, il est donc plus ancien que le mur de Berlin de 7 ans d'écart. Cependant, en termes de longueur, aucune comparaison entre le mur de Berlin qui se limitait à 155 km et la ligne de séparation des deux Corées atteignant 248 km, puisque la longueur de la frontière algéro-marocaine fermée s'étend à 1601 km, centimètre par centimètre. Je dis bien 1601 km. De ce fait, les confins maroco-algériens constituent aujourd'hui la plus longue frontière terrestre fermée au monde. Et même si l'on atténue le rapprochement temporel que nous faisons dans une évaluation partielle, en le réduisant au mur de Berlin par rapport à la fermeture de la frontière algéro-marocaine, l'ancienneté entre les deux systèmes de séparation est pratiquement la même. Un peu moins de 28 ans pour le premier et un peu plus de 27 ans pour le second. Par conséquent, la fermeture de la frontière par l'Algérie équivaut pratiquement à la construction d'un mur. Qu'elle soit vraie ou fausse l'information qui circulait déjà en 2016 selon laquelle Alger avait entamé la construction d'un mur de fer sur les frontières avec le Maroc, qui serait même plus grand que celui de Sharon, ce mur de séparation construit par Israël en Cisjordanie. Bon, le prétexte de l'Algérie, c'est déclarer la guerre contre la contrebande en matière de drogue. Mais si une telle opération devait justifier la construction d'un mur de séparation, eh bien tous les États du monde devraient donc s'isoler les uns des autres. Je n'ai pas la naïveté de croire que la fermeture des accès terrestres algéro-marocains est le produit du hasard, un phénomène accidentel, un sort inévitable. Je n'ai pas la naïveté de croire que le pouvoir algérien, bien que conscient de l'ampleur du drame sur les plans humains et psychologiques chez les deux peuples frères, et la miséricorde envers les citoyens des deux bords à se rencontrer pour apaiser leurs blessures et leurs frustrations,
Je n'ai pas la naïveté de croire que les dirigeants algériens, bien que sachant les conséquences économiques et sociales préjudiciables de la fermeture des frontières et la volonté politique d'y mettre fin pour permettre aux deux pays d'ouvrir une nouvelle page de coopération en essayant de rattraper le temps perdu tant bien que mal. Je n'ai pas la naïveté de croire à tout cela et je crois avoir suffisamment de raisons à ne pas y croire. En effet, l'examen serein des circonstances de l'événement sur la base des arguments présentés par Rabat et par Alger, ainsi que leurs attitudes factuelles respectives, autant que les éléments d'analyse extra-maghrébins recueillis avant, durant et après l'attentat de Marrakech en 1994, permet d'affirmer que l'impasse qui perdure découle d'abord d'une décision purement algérienne, conçue par le conclave militaire à Alger et davantage entretenu par son obstination. Ce conclave militaire, en effet, n'aurait pas trouvé une idée plus géniale que celle de verrouiller la frontière terrestre entre les deux pays comme une arme à triple objectif, à savoir, premièrement, un moyen de pression politique sur la question du Sahara dit occidental en vue d'acculer le Maroc à plus de concessions en faveur de l'Algérie à la faveur du Polisario, soit une astuce géostratégique de la politique étrangère algérienne. Deuxièmement, un instrument de chantage économique dans le but de contrer coûte que coûte l'influence régionale du Maroc, quitte à bloquer l'UMA, car l'Algérie a pris un retard économique considérable par rapport à son voisin de l'Ouest. Le déséquilibre de la balance commerciale entre Rabat et Alger, à plus ou moins long terme, n'arrangerait finalement et naturellement que les Marocains. La fermeture des frontières constitue ainsi une facette socio-matérielle de l'ambition hégémonique régionale de l'Algérie pour un leadership continental. Écoutons d'ailleurs une brève mais significative déclaration de M. Tebboune dans ce sens. لأن علاقات اقتصادية قوية كانت بيناتنا والمستفيد مش بالضرورة احنا معليش احنا فيه طرف من الحدود نتاعنا سواء مع ليبيا ولا مع هذه عايشين معنا عايشين نتقاسموا الشيء اللي كاين. Donc, pour continuer, troisièmement, une situation de stagnation frontalière artificielle dans le voisinage algéro-marocain à caractère permanent tel que programmé par Alger. Mais pourquoi donc? À cette interrogation, on répondrait par ces termes. Pour décourager peut-être le maximum d'Algériens à se rendre au Maroc. Et pourquoi? À cette deuxième interrogation, l'on suggérerait la réponse suivante. Pour éviter non seulement une contamination de mode de vie sociétal marocain, mais aussi toute influence politico-idéologique anti-algérienne provenant du système monarchique constitutionnel. Mais comment? À cette dernière interrogation, on avancerait alors, sans risque de se tromper, l'affirmation suivante. Parce que la monarchie constitutionnelle marocaine est perçue par le régime algérien depuis 1962 comme une menace permanente à la révolution algérienne, et dite sacrée dernièrement selon M. Tebboune. À ce propos, l'expérience des années 80 de l'ère florissante Benjdid Hassan II, combien profitable fut-elle aux deux peuples, a dû servir de leçon aux dirigeants algériens pour les rendre aussi déterminés à garder toujours les frontières verrouillées. Par conséquent, après plus d'un quart de siècle, et contrairement à ce que penseraient les plus optimistes des analystes, la réouverture de la frontière entre l'Algérie et le Maroc serait un mirage, en paraissant si lointaine, aussi longtemps que durera le régime boumedieniste actuel en Algérie, aussi longtemps que durera la mentalité politique de la guerre froide du XXe siècle, qui domine encore les dirigeants algériens, à l'époque d'une mondialisation qui, elle-même, aujourd'hui, tend à céder la place à un nouvel ordre socio-économique mondial au troisième millénaire sous l'impact d'un virus nommé Covid-19. Au prochain épisode, si Dieu l'admet, je l'espère.